Bon bah, bref. J'ai voulu faire une vidéo pour expliquer ce qu'était la publication scientifique. Ouais, go, allez. J'ai travaillé, j'ai écrit mon texte, il a dormi un certain temps et puis... C'est quelque chose qui a un impact gigantesque. Dirty Biology a sorti une vidéo sur le même sujet. Oh putain! J'ai donc râlé, vociféré, je me suis plaint sur Twitter, je me suis plaint à ma femme. C'est lui qui a commencé, hein? Allez, tu veux une pomme-pote? Et puis finalement tout le monde m'a dit vas-y, fais la vidéo, boomer. Pierre Kerner m'a grondé. Mais qu'est-ce qu'on va faire de toi? Madame Lablouse m'a grondé. Aïe. J'ai fait un nouveau script, un deuxième, puis un autre, et puis encore un autre. Chier. Et puis finalement je me suis dit que je devais la faire. Tenter d'apporter au moins un petit plus. Car c'est un sujet qu'il mérite. Et vous aussi, vous le méritez. Bref, j'ai fait une vidéo sur la publication scientifique. Le monde des publis est un monde de découvertes scientifiques aussi beau qu'intraitable et injuste. C'est pourtant un monde méconnu du grand public qui, bien souvent, se demande si ces chercheurs dont on parle tout le temps, s'ils trouvent. Donc oui, ils trouvent. C'est juste que c'est pas une raison pour arrêter de chercher. Moi, ce qui m'embête dans toutes ces histoires, c'est qu'on vous a trop peu expliqué, voire pas du tout, ce qu'étaient les publications scientifiques. Alors que finalement, dans la vulgarisation scientifique, eh bien peut-être que ton youtubeur ou ta youtubeuse préférée en utilise fréquemment. Et puis c'est votre porte-monnaie qui finit là-dedans. En France, une bonne partie de la recherche, des financements qui la font rouler, donc de la production de publications scientifiques, eh bien c'est l'argent du contribuable. Donc tes sous, cher ami. Donc par exemple, moi qui travaille dans la recherche, ça c'est tes sous, tu vois. Je fais n'importe quoi avec. Voilà. Non, attends. Ah, c'est mieux comme ça, je trouve. Et puis moi-même, quand j'étais jeune étudiant, j'aurais bien aimé qu'on m'explique globalement un petit peu qu'est-ce que c'était que la publication scientifique pour mieux comprendre le métier de chercheur, et que finalement, bah, possiblement, j'allais travailler dans la recherche sans qu'on m'explique une seule fois ce qu'était vraiment la publication scientifique. Ce qui est très bizarre en fait. Et même avant ça, j'ai l'impression d'avoir fait partie d'une génération où nos parents, une partie d'entre eux en tout cas, nous poussaient à faire des études scientifiques, mais sans forcément savoir bah, c'était quoi le job de chercheur, la publication scientifique encore moins, voilà quoi. Je vous propose rapidement de reprendre la base de la base, et que déjà, si vous savez ça, c'est pas mal. Mais même si je suis très sérieux en le disant, essayez de rester quand même jusqu'à la fin de la vidéo, s'il vous plaît. Le job d'une équipe de recherche, c'est de faire des expériences pour répondre à leurs questions, récolter des résultats, les analyser, faire des calculs pour s'assurer de la crédibilité des résultats, tirer des conclusions, etc. Les chercheurs et les chercheuses, mais aussi les doctorants, vont donc compiler le tout dans des publications scientifiques, afin d'exposer le fruit de tout ce travail au monde entier. On verra peut-être un jour, concrètement, ce qu'il se trouve à l'intérieur d'une publication scientifique. D'ailleurs, dans la prochaine vidéo, nous parlerons un petit peu de statistiques, donc quelque chose qui se trouve à l'intérieur de ces publications scientifiques. Nous, ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est plutôt le système en lui-même, système qui, à mon avis, devrait intéresser au moins une fois dans sa vie le contribuable, pour bien le comprendre. Ça reste un avis personnel, mais dites-vous que cette vidéo, eh bien, est l'occasion de le faire. La publi est, pourrait-on dire, le Graal du chercheur et de la chercheuse. C'est l'objectif ultime, l'aboutissement de plusieurs mois, voire plusieurs années de travail. Il s'agit donc d'un réel enjeu, c'est un travail de longue haleine, fort complexe, qui s'apparente parfois à une véritable course, qui forcément ne s'accomplit pas sans certaines pressions. Mais pour nous, simples mortels, évidemment, c'est difficile de s'en rendre compte. C'est pour ça que j'ai mandaté un expert. C'est très mal poli. Alors, les publis, c'est parti. Donc moi, je suis chercheur. Mon job, ça consiste d'abord à créer de la connaissance, en faisant des expériences ou des simulations numériques, tout ça, et ensuite de communiquer ces nouvelles connaissances aux autres chercheurs, donc à l'aide de publications scientifiques. Et donc si vous voulez connaître le profil d'un chercheur, pour savoir sur quoi il a travaillé, quels résultats il a obtenus, tout ça, eh bien il vous suffit de regarder sa liste de publications. Je vais vous montrer ça tout de suite. En fait, il y a un outil pour accéder aux publications d'un chercheur, c'est le Google Scholar Citations, qui est gratuit, hein, vous pouvez y aller si vous voulez. Donc là, par exemple, vous pouvez taper le nom d'un chercheur, et puis vous pouvez voir ce qu'il a publié. Alors par exemple, on prend un chercheur au hasard, et... Ah bah il n'y a rien là. Bon, je vais plutôt aller sur ma propre page pour rester neutre. Alors voilà, donc ça c'est ma liste de publications. Donc pour chaque publi, vous avez là le titre, les auteurs, ici c'est moi,
Et ça, c'est le journal dans lequel ça a été publié. Ici, vous avez le nombre de citations que la publiée a reçues, je pense qu'on va en parler tout à l'heure, et ça, c'est l'année de publication. Donc bon, 2019, c'est encore en cours. 2018, vous voyez, j'ai une poignée de publications, c'est pas mal. 2017, pareil. 2016, 2015... Et bah 2014, qu'est-ce qui s'est passé en 2014 ? Il n'y a pas grand-chose. Bon, en fait, quand on voit ça, on se dit, bon, en 2014, en fait, le mec, il se l'est un peu coulé douce, quoi. C'était l'année de la Coupe du Monde au Brésil, et puis il s'est pas trop fatigué. Bon, en réalité, ce qui s'est passé, c'est que c'est aussi l'année de naissance de mon fils. Et donc, j'ai pris un congé parental et j'ai pas trop publié. Mais ça, c'est écrit nulle part. Et donc, si un jour, je cherche un poste dans un nouveau labo, eh bien, les employeurs, ils vont directement aller regarder ma liste de publications. Tout le monde fait ça. Et ils vont se dire, en 2014, il a pas fait grand-chose, quoi. En fait, la liste de publis, c'est un peu le reflet de mon travail depuis le tout début, depuis que j'ai commencé la science. Et si j'ai des années un peu moins bien, ça va se voir tout de suite. Autre exemple, 2012. 2012, il est où 2012 ? Alors, qu'est-ce qui s'est passé, monsieur, en 2012 ? Alors là, c'est intéressant parce que c'est un cas un peu différent qui reflète un peu les erreurs que font les chercheurs débutants. Donc moi, en 2012, je suis un jeune docteur, je suis très enthousiaste, très motivé, je suis chaud comme la braise, j'ai envie de faire plein de découvertes, et donc je lance plein de projets, hyper ambitieux, tous en même temps. Du coup, j'arrive pas à tout gérer, et certains projets prennent toute mon énergie, ça marche pas, et au final, il y en a presque aucun qui est publié à temps. Erreur stratégique. Et oui, je dis bien stratégique. Parce que si vous imaginez encore les chercheurs comme ça, ou encore comme ça, bienvenue au XXIe siècle. Aujourd'hui, quand on fait de la recherche, on n'est pas seulement guidé par sa curiosité. Un petit peu quand même, heureusement. On fait aussi des plans pour s'assurer que les projets finissent au bon moment et que le flux de publication annuel reste continu. On va pas se lancer dans une vingtaine de projets en même temps, même s'ils sont tous très excitants. On va plutôt en prendre un, et puis à côté, on va mettre des petits projets faciles pour qu'il y ait au moins quelque chose qui soit publié avant la fin de l'année. Et donc quand on voit un trou comme ça dans la liste de publication, soit effectivement on n'a rien foutu, mais ça c'est très rare quand même parce que les chercheurs sont des gens passionnés qui comptent vraiment pas leurs heures. Soit on a eu des contraintes personnelles, genre des enfants. Donc je vous laisse un peu imaginer comment ça doit être galère par exemple d'être chercheuse et maman. Soit on a fait des erreurs stratégiques. Et là les projets se bousculent et finalement il n'y en a aucun qui arrive à sortir à temps. C'est un peu comme pendant une évacuation d'urgence, si vous voulez. Vous avez tous les piétons qui se ruent sur la sortie et il n'y en a aucun qui... Bon, il faut que j'arrête de parler de ça tout le temps, moi. Alors après, vous allez me dire, bon, ça va, c'est pas trop grave, tu vas pas chercher un job tous les 4 matins non plus. Aïe. En fait, la plupart des jeunes chercheurs sont en CDD. La thèse, par exemple, ça dure 3 ans. Et après, il faut chercher un nouveau labo. Et si on en trouve, typiquement, on a un contrat de post-doctorat qui dure 2 ou 3 ans. Et après, il faut chercher un nouveau labo. Et si on trouve, on va souvent enchaîner avec un deuxième contrat de postdoc, de postdoctorat. Donc encore 2 ou 3 ans. Et après, il faut chercher un nouveau labo. Bref, pendant à peu près les 10 premières années, il faut rester compétitif et être présent sur le marché de l'emploi. Donc grosse pression pour publier. Et une fois qu'on est enfin devenu chercheur et qu'on n'a plus besoin de courir après les publis, on continue à courir après les publis. Parce qu'en fait, la liste de publications va influencer par exemple les chances de décrocher un financement pour les futures expériences, ou d'embaucher des doctorants. Et donc en fait, ça s'arrête jamais. Alors je vais quand même terminer sur une note un petit peu sympathique. C'est vrai qu'il y a une forte pression pour publier, mais en soi, l'acte de publier, c'est pas désagréable du tout. On va concevoir des expériences, on va faire des chouettes découvertes, on va en discuter passionnément pendant des heures avec les collègues, et tout ça c'est très excitant. En fait, moi j'adore mon métier personnellement, je trouve ça super. C'est juste qu'il faut tout le temps garder le rythme et rester productif. Sur ce, je vous laisse parce que j'ai un projet à finir. Bon courage, hein. Moi je m'en fiche, j'en écris pas. Mehdi vous a donc déjà fort bien partagé un petit peu comment s'exprimer, les pressions pour écrire des publications scientifiques. Juste avant son intervention, puisqu'il existe finalement pas mal de sortes de pressions, et puis qui vont dépendre un peu des disciplines et des personnes, je vous ai cité le principe de la course, effectivement, que la rédaction d'une publication scientifique peut s'apparenter à une course. On va même parler plus précisément d'un truc qui s'appelle la course à l'antériorité, ce qui est assez proche et dans le ton de ce qu'a raconté Mehdi juste avant. C'est finalement un peu ce que raconte l'introduction de cette vidéo, qui n'est pas du tout là pour rien. Effectivement, alors que j'avais terminé une première version du script pour la vidéo que vous êtes en train de regarder, Dirty Biology sortait une vidéo sur le même sujet il y a plusieurs mois maintenant. Ça m'a obligé un peu à aborder un angle différent et à finalement tout réécrire. Parce que c'est comme ça, premier arrivé, premier servi. Bah oui, qu'est-ce que vous voulez, quand quelqu'un a déjà découvert quelque chose, si vous le découvrez de votre côté,
Non, tout le monde s'en fout, c'est le premier découvreur qui compte. Mais quitte à vous parler de course à l'antériorité plutôt que de parler de youtubeurs, j'ai plutôt envie de reprendre un grand cas historique que j'aime beaucoup et qui en plus va nous permettre de causer de Papy Darwin. Et puis ça fait longtemps, hein? Nous sommes en 1858. Darwin peine quelque peu à rédiger l'ouvrage qui est censé contenir toute l'œuvre de sa vie et dans lequel il doit développer ce qu'il nomme la sélection naturelle. Un beau matin, Darwin reçoit un courrier d'un de ses correspondants. Il s'agit d'Alfred Wallace, un jeune explorateur naturaliste qui est pour ainsi dire plein d'entrain. Il fait parvenir à Darwin un résumé, un article dans lequel il expose ses idées sur l'évolution des espèces. Et là, Papy, il est pas bien. Parce que le jeune, là, Wallace, bah quand même, ses idées, elles sont vachement proches des siennes. Mais sauf que Darwin, ça fait 20 ans qu'il est sur le coup, à accumuler des preuves, à faire des expériences, à rédiger des tartines et des tartines. Le jeune, il est en train de lui chipper l'antériorité. Les potes de Darwin lui font alors comprendre que, bah Coco, il va falloir un petit peu accélérer le rythme sur ton bouquin, si tu vois ce que je veux dire, parce que t'en branles pas une. Donc il avait des soucis. Mais merde. Et c'est ce qu'il s'est passé. Darwin publia quelques semaines plus tard un résumé de son travail. On présenta l'essai de Wallace et le résumé de Darwin en juillet 1858. Wallace sembla plutôt bien s'accommoder de cet arrangement et de cette situation. Darwin était plus chevronné scientifiquement et socialement, les travaux n'en seraient donc que plus crédibles. Toujours est-il qu'aujourd'hui, le nom de Darwin est resté et celui de Wallace est oublié. Voilà, déjà rien qu'avec cette introduction, vous aurez compris deux choses essentielles. Que la publi est au cœur du travail du chercheur moderne, mais que ce système n'est pas sans difficulté, faiblesse ou travers. L'objectif que je veux accomplir à travers cette vidéo, c'est que nous parlions un petit peu de tout, que vous compreniez qu'est-ce qu'il se passe une fois que le chercheur a écrit son papier. Du coup, imaginez, vous êtes chercheur ou chercheuse, vous avez fini d'écrire votre article qui résume toutes les expériences que vous avez menées ces derniers mois, bah c'est pas suffisant. Parce que vous allez devoir le faire relire par des spécialistes, des experts, comme on dit sur BFM TV. Pour faire cette relecture, vous allez contacter un journal dans lequel votre article serait bien adapté. Le journal en question va débaucher un chercheur, qu'on appelle un éditeur, qui va faire procéder à ce qu'on nomme le peer review. C'est pas exagéré comme effet, c'est faux. Le but du peer review, c'est tout bête. Votre article va être relu par 2 ou 3 spécialistes de votre domaine, qui vont proposer des corrections, faire des commentaires, etc. Et ce peer review, cette relecture, c'est essentiel, je peux pas dire mieux. Ça permet donc une certaine vérification des travaux scientifiques. Et c'est pour ça aussi qu'on en parle un peu au début de cette vidéo, parce que bah finalement, c'est la base de la recherche scientifique mondiale. Et ouais, rien que ça. Alors petit hic pour cette vidéo, c'est que moi, humble personnel technique, bah des articles scientifiques, j'en écris pas. Alors le truc c'est que bah pour l'occasion, moi j'avais envie d'aller un petit peu au bout des choses. J'avais envie de comprendre concrètement qu'est-ce qui se passe quand un chercheur, il reçoit un article qu'il doit relire et qu'il est donc reviewer. Alors, quand t'as un éditeur qui te contacte, normalement l'éditeur déjà il est censé avoir fait une première étape qui consiste à te choisir parce qu'il te considère comme compétent pour le sujet. Là, la première étape c'est voir est-ce que tu te sens compétent ou pas et intéressé ou pas par le sujet. Si c'est le cas, tu vas répondre oui, sinon tu vas dire j'ai pas le temps et voilà, je préfère ne pas me lancer dans cette review. Parce qu'en fait le truc c'est que faire une review c'est très chronophage, ça prend beaucoup de temps et il faut avoir un certain nombre de compétences. Si tu commences à essayer de reviewer un article sur lequel t'es pas, même si tu connais un peu la thématique mais que t'es pas très à l'aise, ça va te prendre encore plus de temps en fait. Parce que par exemple si tu maîtrises pas la bibliographie de ce sujet-là, bah, du coup ça veut dire que tu vas devoir absolument t'informer sur qu'est-ce qui est actuel dans cette thématique ou pas. Donc du coup, c'est très casse-gueule en plus de faire ça. Enfin, ouais, quand même de faire un travail de mauvaise qualité. Ça pourrait faire un travail de mauvaise qualité. Je pense que si t'es quelqu'un de sérieux, ça fera pas un travail de mauvaise qualité. Le seul truc, c'est que ça va te prendre plus de temps. Là où normalement tu devrais passer 1 à 2 journées pour faire ta review, tu vas y passer 5 ou 6 jours. Et du coup, si tu en fais plusieurs dans l'année, bah ça va devenir une partie importante de ton travail. Par exemple, toi, t'en fais combien? Ça varie selon les années, mais je dirais qu'en moyenne, j'essaye d'en faire entre 4 et 10 par an. Selon les années, selon le temps que j'ai. Sachant que tu passes 2 jours. Je passe 2 jours, ouais. C'est variable aussi selon les articles, mais en moyenne, ouais, je dirais que je passe 2 jours, que je divise en fait en plusieurs phases. Une première phase de lecture générale de l'article, là juste pour voir un peu de quoi ça traite et me faire un peu une idée globale. Une deuxième phase, la plus longue, qui consiste à aller dans le détail des éléments techniques, le protocole,
vérifier que la bibliographie est à peu près correcte, les statistiques, là où je passe beaucoup de temps moi dans mon domaine, et après une phase de rédaction générale et d'avis en fait, puisque le principe de peer reviewing, c'est qu'à la fin on est censé remettre un avis à l'éditeur, c'est-à-dire en gros est-ce qu'on recommande la publication, dans l'absolu. Ça arrive quasiment jamais, mais est-ce qu'on recommande la publication avec des modifications? C'est-à-dire on va dire ok, je pense que ça vaut le coup d'être publié, mais ça nécessite un certain nombre de modifications, qui peuvent être soit mineures, soit majeures, soit au contraire on dit à l'éditeur non, on pense que ça ne mérite pas d'être publié. Ça peut être pour deux raisons principales. Soit la scientificité n'est pas bonne, c'est-à-dire qu'en gros on considère qu'il y a des gros problèmes dans le protocole, dans les analyses, dans quelque part, ou des choses tellement pas claires que ça, on pourrait même aller jusqu'à dire que c'est potentiellement de la fraude, ou en tout cas dans la manière dont c'est dit, on n'est pas capable de savoir si c'en est ou pas. Et une deuxième raison qui peut être théoriquement sur le fond c'est bon, mais par contre c'est pas du tout approprié pour le journal. C'est-à-dire qu'en gros les journaux nous demandent de dire est-ce que c'est suffisamment sexy pour le journal, est-ce que c'est dans la thématique du journal, est-ce que tout ça, voilà. T'es pas responsable de la ligne éditoriale du journal? Complètement. Ça c'est un des gros soucis, et moi d'ailleurs j'ai une réponse un peu toute faite que je mets dans toutes mes reviews qui consiste à dire sur ce critère-là à l'éditeur, je ne me sens pas compétent pour évaluer est-ce que le papier est vraiment adéquat pour le journal, je vous laisse à votre discrétion. Parce qu'en fait, théoriquement, ça c'est le boulot de l'éditeur. L'éditeur, il est censé dire, lui, est-ce que ça colle ou pas? Il a raison, mon camarade, à ce sujet. Si vous avez bien écouté, vous aurez compris qu'il y a dans cette procédure une sorte d'intermédiaire. L'éditeur. Il a un rôle intéressant qui a des nuances par rapport à celui du reviewer. L'éditeur est donc un chercheur qui travaille pour un journal, mais qui n'est pas payé, alors qu'il a une grosse responsabilité. C'est bizarre. La plupart du temps, les éditeurs dans les journaux, c'est eux qui vont recevoir les articles que les chercheurs soumettent, et c'est eux qui vont en fait gérer le travail de correction et puis au final de publication ou non de l'article. Mais c'est la partie vraiment purement scientifique de l'édition. Donc là typiquement, on reçoit un article. Déjà la première chose qu'on va regarder, c'est est-ce que l'article correspond à peu près à la ligne éditoriale de la revue. Par exemple, si je travaille pour une revue d'évolution, si je reçois donc de biologie en évolution, si je reçois un manuscrit de physique, je vais dire que ça va pas. Donc là, je vais tout de suite rejeter l'article en expliquant, écoutez, ça va pas. Après, généralement, ça se passe pas, mais il peut y avoir des choses qui sont un peu limites et qu'on va trouver, ou alors trop. Par exemple, si c'est une revue assez généraliste, quelque chose de trop pointu ou des choses comme ça. Donc en fonction du cahier des charges un petit peu de la revue, on va pouvoir dans un premier temps faire un premier filtre. Généralement, il y a une partie qui est éliminée comme ça, mais qui est assez faible pour les journaux assez standards. Ensuite, la deuxième étape, l'éditeur il va souvent faire une première lecture de l'article. Si vraiment il y a des gros problèmes, que ça va pas du tout, c'est pareil, il peut le rejeter tout seul sur sa propre décision en justifiant sa décision. Ça va être un relecteur à part entière quand même. Du coup. Voilà, alors généralement il fait pas forcément une lecture très détaillée, très minutieuse, parce qu'il n'est pas forcément très spécialiste il va être spécialiste du domaine, mais pas forcément précisément du sujet de l'article. Mais il peut voir quand même, normalement, il a les capacités de voir si vraiment il y a un gros problème ou s'il y a quelque chose qui va pas. La plupart du temps, les gens, quand ils soumettent, c'est généralement qu'ils se font le filtre eux-mêmes, ils soumettent pas n'importe quoi. Donc, si le premier niveau passe, l'éditeur va dire OK, donc je vais l'envoyer à des reviewers, des relecteurs qui vont vraiment faire ce travail de correction. Donc, il va choisir. Alors souvent c'est 2, ça peut être 3 reviewers. Donc il demande aux gens, il dit bon voilà, est-ce que vous voulez bien relire cet article et puis renvoyer les commentaires. Donc une fois qu'on a trouvé les reviewers, ils ont un certain temps pour faire leur travail, et puis ils vont renvoyer. Alors des fois il y a des petites questions un peu pour aider à prendre la décision, et puis ils vont renvoyer un commentaire en disant voilà, ça te parle de ça. Ça c'est intéressant parce que c'est nouveau, ou parce que ceci, mais il y a tel ou tel problème. Et puis le reviewer, il va ensuite donner un avis en disant oui, ça va, c'est quelque chose qui peut être publié, mais ça serait bien de corriger ça ou de faire une expérience en plus. Voilà, il fait ses commentaires. Du coup, toi, t'es censé légiférer. Voilà, c'est exactement ça. Donc moi, je vais recevoir. Alors si les 2 ou 3 sont d'accord en disant c'est très bien, mais changez ci et ça et ça. Moi, je vais finir parce que je vais prendre la décision.
en disant bah ok, l'article peut être publié, mais avant faites les corrections qui sont suggérées. Moi je peux rajouter aussi mes propres commentaires. Et puis je peux aussi décider de refuser l'article. Alors après il y a des différents refus, c'est refus définitif, ou alors il y a un refus dans un premier temps avec on a le droit de resoumettre, mais sans aucune garantie. Voilà, c'est vraiment dépendant de le travail qui aura été fait. Et puis il y a les cas difficiles où il y a des reviewers qui disent ah c'est très bien, il n'y a pas de problème, et puis d'autres qui disent non ça va pas du tout, c'est pas bien. Donc ça t'est déjà arrivé? Ça arrive pas très souvent, mais ça arrive. Donc effectivement c'est pas très confortable. Souvent c'est pas complètement posé. Ça m'est arrivé d'avoir des avis complètement différents de quelqu'un d'autre, mais généralement c'est assez cohérent. Je crois qu'il y a des cas où j'ai demandé à d'autres personnes d'avoir un avis extérieur, et puis dans certains cas, j'ai pris parti parce que voilà, j'estimais que tel reviewer avait des meilleurs arguments pour telle ou telle raison. T'es un peu en première ligne, du coup. Voilà, et l'éditeur, autant les reviewers peuvent être, enfin, ils sont anonymes a priori, mais ils peuvent ne pas l'être s'ils veulent signer leur review, ça c'est tout à fait possible. Par contre, l'éditeur, lui, il n'est pas anonyme, donc il signe pas l'article, mais normalement il y a le nom de l'éditeur sur l'article, donc on sait qui a fait le travail d'édition. Si le process de peer reviewing est anonyme, au moins du point de vue des reviewers, enfin en fait, il n'est pas obligatoirement anonyme. C'est-à-dire qu'en gros, le reviewer peut choisir d'être anonyme ou de signer sa review. Le principe, si la majorité des gens restent anonymes, c'est pour éviter le fait que t'as fait une mauvaise review sur un de mes articles, le prochain article que je reçois et où je dois te reviewer, je vais te faire une mauvaise review. Donc tu sais qui sont les gens par contre, toi. Alors, dans la plupart des journaux, ouais. Dans la plupart des journaux, en écologie en tout cas, et en évolution, on n'a pas un système de double blind, ce qui existe par exemple beaucoup en médecine. En médecine, on a beaucoup de systèmes double blind. Dans les faits, généralement, si tu connais bien le domaine, tu sais qui bosse sur quoi. Donc du coup, en tant que reviewer, tu sais très bien qui est-ce que tu es en train de reviewer, si ils ont bossé à tel endroit, ils sont dans telle université, tu sais bien qui est-ce que c'est. Mais bon, c'est plutôt pas mal d'avoir le double blind potentiellement, mais au moins l'anonymat du reviewer, c'est vraiment important parce qu'en fait finalement ça permet aussi de dire franchement les choses. Sinon on pourrait imaginer tout un système de pression, en particulier quand c'est des jeunes scientifiques qui reviewent des vieux scientifiques ou des pontes du domaine, ça pourrait inciter à se dire ouais je vais pas aller contre le ponte parce que sinon ça pourrait me jouer des tours pour ma carrière, pour quoi que ce soit. Et la prochaine fois que je vais le croiser dans un congrès, ça je serais pas bien quoi. Alors que là je suis anonyme, ils savent pas qui c'est et du coup ça permet ça. Il faut donc en passer par tout ça pour que votre article soit publié. Alors si bien sûr dans cette vidéo on va pas forcément appuyer à fond là où ça fait mal, on va quand même parler un petit peu des défauts parce que oui on va expliquer le principe mais les défauts ça fait un peu partie du système. Et des défauts j'en vois un bon dès le départ puisqu'on va causer du prix. Qu'est-ce que vous voulez? C'est le nerf de la guerre. Et oui, parce que le chercheur, il paye pour faire relire son papier. Il va payer le journal, le groupe éditorial. Le groupe éditorial, ça va être comme Elsevier, dont parle Dirty Biology dans sa vidéo. Donc un groupe qui regroupe plein de journaux différents. Elsevier, c'est 7 milliards d'euros de bénéfices en 2014. Ça va. En même temps, il paye pas les éditeurs, ni les reviewers. Ça fait des économies. En toute logique, je me suis posé la question suivante pendant l'écriture de ce script. Pourquoi, dans ces conditions-là, les chercheurs relisent les papiers? Alors l'intérêt pour le reviewer, c'est que généralement ça va être quelque chose qui est lié à son domaine, parce qu'on va demander des gens qui sont vraiment très compétents sur la question de l'article. Donc c'est censé l'intéresser. Donc il y voit aussi son intérêt de dire tiens je vais apprendre des choses ou je vais voir ce que les autres font, etc. Pourquoi finalement est-ce qu'on s'embête à faire des reviews? Je pense qu'il y a plusieurs éléments et ça dépend pas mal, j'imagine, des chercheurs sur pourquoi est-ce qu'on le fait. La première, c'est juste parce qu'on a envie qu'il y ait des reviewers qui reviewent nos articles. C'est-à-dire qu'en gros, c'est un peu un donnant-donnant. C'est un peu de l'altruisme réciproque, c'est-à-dire qu'en gros, si je veux que mes articles soient reviewés, il faut que j'en reviewe, sinon le système marcherait pas. Déjà, dans le process de publication actuel, il y a un très long temps d'attente entre le moment où tu soumets l'article et le moment où tu reçois les reviews, parce que justement, on a un problème pour trouver des reviewers. Mais si, mettons, la moitié des chercheurs commençaient à arrêter de faire des reviews, ça serait juste extrêmement long. On pourrait passer des mois et des mois avant d'avoir quelqu'un qui accepte de relire notre travail. Et du coup,
En acceptant d'en faire, et ben du coup, je me dis que j'espère que les autres font pareil, et que du coup voilà. Mais sachant que, effectivement, j'ai jamais l'assurance que c'est pas parce que moi je fais des reviews que les autres vont en faire en échange. Moi, je me suis toujours dit que théoriquement, je devrais à minima reviewer 2 fois plus de papier que j'en écris, puisqu'il y a 2 reviewers en moyenne, donc du coup, comme code un peu moral, je peux me dire que si je review 2 fois plus de papier que j'en écris, je suis sympa, quoi. C'est-à-dire qu'en gros, je vais permettre que si tout le monde fait ça, si quand on voit les pontes qui publient 50 papiers par an, c'est sûr qu'ils en reviewent pas 100 par an. Ils ont pas le temps, c'est matériellement impossible. Donc je pense que ça dépend vachement des gens. Et oui, il y a des tricheurs, c'est sûr, dans le système. Après, la majorité des gens essayent de se plier au fait de faire les reviews. Quand je discutais avec Simon, je me suis rendu compte d'un truc assez surprenant dont j'avais jamais eu connaissance. Tout l'intérêt de poser une question directement à un chercheur. Je vous laisse découvrir. En tant qu'auteur, on doit proposer des reviewers. La plupart des reviews nous demandent de proposer des reviewers. C'est pour 2 raisons, à mon avis. La première raison, et qui est pas une mauvaise raison, c'est que la plupart des éditeurs peuvent pas être spécialistes de tous les domaines. Et si t'es dans un domaine très spécifique, finalement, proposer des reviewers, ça peut être quelque chose d'assez simple, puisqu'en fait, tu vas aller proposer quelqu'un que tu considères toi-même comme étant capable de juger ton travail. C'est plutôt bien, sachant qu'il t'est demandé dans toutes les revues de pas proposer quelqu'un avec qui tu as publié dans les 5 ans précédents cet article-là, quelqu'un avec qui tu ne collabores pas actuellement, quelqu'un qui n'est pas dans ton institution. Voilà, donc en gros, il y a quand même un garde-fou, tu vas pas proposer tes potes chercheurs pour théoriquement faire la review. Théorique, parce que dans les faits, tu peux te retrouver à recevoir des articles de gens que tu connais très bien et qui sont même dans la même unité que toi, donc bon. Mais dans les faits, théoriquement, ça devrait pas être le cas. L'autre élément, et je pense que les éditeurs l'utilisent aussi un petit peu comme ça à l'occasion, c'est juste de voir qui tu proposes. En gros, justement, si tu proposes que des grands pontes, ça va donner l'impression que ton travail, finalement, t'y crois à fond. Si tu proposes que des gens pas très connus, qui ont pas beaucoup publié exactement dans le domaine, ça fait un peu genre... T'essayes de faire passer ton papier en le faisant reviewer par des gens un peu complaisants, on va dire. Donc je pense que dans certaines revues au moins, l'éditeur peut se baser un peu là-dessus, même si finalement il n'enverra pas le travail au grand compte que tu proposes, mais il va se dire, ok, ça veut dire qu'il y croit vraiment. Je sais pas à quel point c'est le cas, mais je me suis déjà fait cette réflexion-là. Donc voilà, grâce à mes chers camarades, vous découvrez un petit peu ce qu'il se passe en arrière-boutique. Oui, effectivement, on peut considérer que c'est un petit peu particulier par moment. Enfin, tout ça pour dire que dans le meilleur des cas, vous allez avoir quelques corrections à faire sur votre article, et que le journal va ensuite vous donner son feu vert, et hop, c'est parti pour la publication. Ouais, youpi. Sauf que des fois, évidemment, il y a des petits rigolos qui nous ont montré que ça foire. En 1996, le physicien Alan Sokal rédige un article qu'il soumet à la revue Social Text. L'article, intitulé « Transgresser les frontières vers une herméneutique transformative de la gravitation quantique », ne subit pas de relecture par les pairs et est publié tel quel. Le jour de la publication, Monsieur Sokal annonce ni plus ni moins qu'il s'agit d'un gros canular. Il raconte n'importe quoi dans son article, avec des mots bien ronflants, comme le titre le laisse d'ailleurs imaginer. Alors bien sûr, l'histoire est un petit peu plus compliquée que ça, donc je vous laisse mener vos propres recherches sur l'affaire Sokal. Des exemples de canulars dans le style, c'est pas ce qui manque. En 2018, il y a des journalistes qui ont réussi à faire publier un article dans un journal un brin chelou. L'étude concluait que le propolis, une substance que les abeilles transforment pour bâtir les alvéoles de leur ruche, était plus efficace que la chimiothérapie pour lutter contre le cancer colorectal. L'article avait-il seulement été relu? Que le peer reviewing soit réalisé ou non, on peut se poser la question s'il est suffisant pour assurer la bonne qualité d'un article scientifique. Bah oui, mine de rien, force est de constater qu'il y a des petits malins régulièrement qui arrivent à gruger le système et à faire publier des articles scientifiques comme ça, alors que c'est des articles, un peu très limites même. Pourquoi ça peut potentiellement ne pas marcher le peer reviewing? Il y a plusieurs raisons, à mon avis. La première, c'est la plus évidente et celle qui est très critiquée dans les études qui sont faites où on envoie des faux papiers à des journaux. C'est pour, principalement parce qu'il n'y a pas eu de reviewer. En fait, soit il n'y a pas eu de reviewer, les affaires récentes qu'il y a eu, c'était pas mal dans des revues dites un peu pirates, quoi. C'est-à-dire, en gros, c'est un peu des revues où on paye pour publier et où il y a un faux
peer reviewing. C'est-à-dire qu'en gros, on vend le fait qu'il y ait un peer reviewing, mais en fait, concrètement, dans les faits, c'est un truc soit de complaisance, soit même pas fait du tout, en fait. On dit qu'il y a eu des reviews, mais c'est, voilà, des revues prédatrices qui vont, alors plus ou moins prédatrices, selon les revues, mais en tout cas, où le process de peer reviewing est en fait complètement faux. C'est-à-dire qu'en gros, soit, peut-être qu'ils demandent des fois à des gens, je pense même pour certaines revues, ils s'embêtent même pas à demander des gens, ils disent qu'ils l'ont fait, et ça va être un pseudo-éditeur qui est même pas vraiment un éditeur, qui va être quelqu'un qui travaille pour la revue, qui va regarder vite fait, faire 3 remarques aux auteurs, les auteurs vont faire les corrections, et voilà. Le deuxième cas, à mon avis, moins caricatural, mais à mon avis relativement fréquent malheureusement, c'est l'incompétence des reviewers. C'est-à-dire que, et je m'inclus dedans, c'est-à-dire que c'est hyper compliqué d'être compétent sur tous les aspects d'un article et de réussir à voir tous les défauts potentiels d'un article en très peu de temps. T'envoies un article à relire, tu peux connaître bien la thématique, tu regardes, mais être capable d'évaluer en y passant 1 journée et demie, 2 jours, est-ce que tout le protocole est bon? Est-ce que les statistiques sont parfaites? Est-ce que tout est irréprochable? Est-ce que quelque chose qui a été un peu passé sous silence par les auteurs, mais qui n'est pas quelque chose forcément dramatique, mais quelque chose pas très clair, les voir tous, c'est très très compliqué. Et il y a pas mal de gens, en particulier là où il y a, dans mon domaine en écologie, là où il y a pas mal de choses qui peuvent passer, c'est sur les statistiques, parce qu'il y a pas mal de gens qui sont pas statisticiens, qui font très peu de statistiques et qui se retrouvent à reviewer des articles où l'importance des mathématiques est très importante. Et du coup, ben là, le reviewer, il peut juste pas faire ça. Il est juste pas capable. Donc du coup, soit il va rien dire, soit il va lancer un peu des lieux communs, dire un peu des choses du style « Ouais, il faudra revoir les stats ». Certains sont complètement honnêtes. Certains, moi j'ai déjà eu des reviews en tant qu'auteur où on me disait ça me semble bien, mais je suis pas capable de juger ». Je pense que c'est pas toujours simple de juger ça. Donc, et ça, je pense que c'est une des causes faciles. C'est pas qu'il y a quelqu'un de malhonnête dans le système, c'est juste que c'est complexe à faire et du coup, trouver tout le temps des gens extrêmement qualifiés pour faire l'ensemble du process de peer reviewing, ben, c'est pas simple. Nous ne sommes donc jamais à l'abri d'un peer review qui sera bâclé, raté, ou juste avec une petite coquille, hein. Il faut pas non plus dramatisé à tout prix. Plus inquiétant, en revanche, ça va être ces revues prédatrices qui se torchent pas mal avec le concept de peer reviewing. Alors maintenant, quelle va être la fréquence de ces ratés? Et puis surtout, est-ce que ça doit vous inquiéter? C'est difficile, voire impossible, d'estimer les vrais problèmes, les fraudes, etc. Donc oui, je pense que ça peut être un minimum inquiétant. Pour autant, ça ne signifie pas que la majorité des articles scientifiques ont des problèmes de ce genre. Loin de là. En attendant, comme c'est une question assez difficile à y répondre là rapidement, je pense que ça mériterait une autre vidéo plus tard, on verra. Allez, sans transition, la suite. Oui, je l'ai écrit comme ça dans mon script, c'était plus simple. Donc vous aurez compris que votre papier il a été relu, vous avez fait quelques corrections, et au bout d'un certain temps, eh bien le journal donc dit à comité de lecture, vous dit que c'est ok pour la publication, donc il est grand temps à mon avis qu'on en parle de ces journaux. Ces journaux donc sont dits à comité de lecture, parce qu'il y a le processus de peer reviewing qui est appliqué à leurs articles. Et on en trouve des centaines et des centaines et des centaines de ces journaux. Et à l'intérieur, il y a à boire et à manger. Eh ben il y a les bons journaux, et mauvais journaux. Oh là, j'y crois pas pour faire cette vanne sans déconner. Oh là là là. Si vous voulez, c'est un petit peu comme comparer TF1 et François Région. Et bien chez nous, les scientifiques, il y a des journaux plus célèbres comme Science ou Nature, et puis il y avoir une flopée de journaux un peu moins connus comme là j'avais un papier là, Public Health Nutrition. Bon, ça veut pas dire que c'est pas bien, ça veut dire qu'il y a moins de monde qui le connaît. C'est à tel point ces différences que les journaux à comité de lecture ont des indices, c'est ce qu'on appelle l'impact factor, qui sont là pour mesurer un petit peu leur impact, leur influence. On se cache donc pas du tout de classer les journaux entre eux. Alors dit comme ça, effectivement ça semble pas forcément choquant, ça semble normal qu'il y ait des journaux qui soient plus prestigieux que d'autres, et c'est le même principe que TF1 et François Région. Sauf que, si on y réfléchit, ça signifie très précisément que pour avoir une chance d'être publié dans une revue prestigieuse comme Science, il faut des travaux de ouf, un truc super sexy, et si possible que ça attire un petit peu les foules. Donc si c'est pas le cas, vous finirez dans un journal un peu moins prestigieux. C'est une question de ligne éditoriale. Donc si vous avez compris le principe, vous comprendrez aussi que cela crée de véritables disparités dans les recherches qui sont menées à travers le monde, puisqu'il va y avoir des travaux qui vont être davantage sous le feu des projecteurs que d'autres, ce qui a une grande influence sur l'impact de ces travaux, sur leur rayonnement, et donc éventuellement sur les financements qu'ils peuvent avoir, etc., etc. Alors évidemment c'est comme ça que le monde fonctionne, hein. On est d'accord que soigner le cancer c'est un peu plus sexy que le tour de coquille des escargots du Guatemala. Oui, pourquoi pas. Je sais pas moi, il y a bien des gens qui se passionnent pour les parasites, par exemple.
Je pense que je pourrais te tuer. Hein. D'amour, hein, mais... Oh, si c'est par amour, tu sais... Oui, effectivement, c'était une vanne gratuite juste pour caser cet extrait de Pierre. Ça va. Bref, pour en revenir à nos moutons, est-ce que, effectivement, tout cela constitue une raison valable pour mettre un peu 6 pieds sous terre des études sur les escargots du Guatemala? Parce que, finalement, c'est une connaissance de plus avant tout. Et justement, ce système peut éventuellement nous faire perdre à l'esprit la valeur de la connaissance en elle-même. Et quand je dis nous, c'est vous aussi. Alors qu'on se met d'accord, il faut quand même relativiser. Parce que finalement, le journal pas très connu, peut-être aussi que c'est le plus adapté à votre article. Eh bien oui, si votre publication cause des escargots du Guatemala, si le journal de référence dans le petit milieu de l'escargot, c'est le journal de la science de l'escargot, eh bien, il faut demander à ce journal de faire relire votre papier, parce que c'est le plus adapté, que la connaissance est diverse et qu'il en faut pour tous les goûts. Avec le journal le plus adapté, c'est aussi les spécialistes de votre domaine, en l'occurrence les escargots, qui en parleront autour d'eux, et peut-être même qu'ils utiliseront cet article dans leurs propres articles. Sans transition, la suite. Attends quoi, encore? Mais non, en vérité, la transition elle est toute trouvée, parce qu'une fois qu'on a réussi à en publier des articles, il faut les lire. À quoi ça sert que du croc et sur des carcasses, sinon? Oh, la référence moisie, là, oh. Il faut bien se rendre compte que l'une des tâches principales des chercheurs et des chercheuses, c'est de lire les articles de leurs collègues un peu pour se tenir au courant de l'évolution de la discipline dans laquelle ils travaillent. C'est un petit peu comme se tenir au courant des news dans le journal le matin, voilà. Et c'est une fichue histoire sans fin, parce que chaque publication appelle d'autres publications. Donc il faut énormément de temps pour maîtriser pleinement le sujet, pour pouvoir se repérer dans toute cette toile. C'est un métier, tout simplement. Si je regarde d'un petit peu plus près ce qu'il y a dans une publication scientifique, je vais remarquer que dans le texte, tout du long du texte, se trouve ce genre de parenthèse ici avec un nom et puis une année. En fait, c'est à ce moment-là que l'auteur fait référence aux travaux antérieurs qui ont été déjà écrits par d'autres collègues. Donc c'est normal qu'il fasse ça, puis c'est normal qu'il les cite. Et en fait, à la fin de sa publication scientifique, on va même voir ce qu'on nomme la bibliographie, c'est-à-dire une grande liste comme ça avec toutes les publications à laquelle il a fait référence dans sa publication. Et donc ça, là, le fait de regarder à l'intérieur d'une publi, peut-être qu'on le fera, un de ces quatre, dans un autre vlog. Voilà. Enfin bref, tout ça pour dire qu'il y a donc des gens qui ont écrit avant les personnes, parce que forcément ils inventent pas tout, les chercheurs, donc c'est normal qu'ils y fassent référence, puisqu'une publication scientifique s'inscrit dans un contexte. D'ailleurs, si votre article est cité dans beaucoup d'autres papiers scientifiques, c'est ultra bon signe. Ça veut dire que des collègues du monde entier, ils ont kiffé votre article, parce que c'est une référence dans votre domaine. C'est une bonne chose. Tenez, regardez, là j'en ai un, c'est Molecular Structure of Nucleic Acid. C'est l'article qui a parlé de la structure en double hélice de l'ADN. Il a été cité 12 000 fois, là, d'après Google Scholar. En bref, c'est donc ultra de fichu, de tortueux, et c'est un vrai métier, comme je le disais, de se retrouver dans cette véritable jungle, étant donné que chaque papier fait référence à tel papier, qui lui-même fait référence à tel papier, qui lui-même fait référence à tel papier, qui lui-même fait référence à tel papier. Et moi-même, dans le cadre de mon travail, ou de mes vidéos, je suis parfois amené à mettre mon nez dans quelques publications scientifiques, et en général, malheureusement, ça donne plutôt ça. Et pourquoi c'est relou comme ça? Oh. Ok, si tu veux la blouse. Alors, pourquoi les publications scientifiques sont-elles si compliquées, jargonnées et peu adaptées au grand public ? Pour répondre à cette question, c'est assez simple. On va se poser les questions de base quand on écrit quelque chose. Pour qui qu'on l'écrit et pourquoi qu'on l'écrit. À la base, les publications scientifiques, ça sert à tenir au courant la communauté scientifique du résultat d'une recherche. C'est aussi simple que ça. Du coup, en toute logique, le public, c'est les scientifiques, et plus précisément, en général, les scientifiques du même domaine que celui de l'auteur de la publication. Parce que même si on peut s'intéresser à d'autres domaines que le sien, quand on cherche des infos, c'est souvent pour avancer sur son propre sujet de recherche. Oui, parce qu'un chercheur doit être au courant des résultats obtenus par les autres chercheurs de son domaine. Déjà pour éviter de refaire des choses qui sont déjà connues, et ensuite pour essayer de les améliorer, ou voire d'aller plus loin.
Du coup, comme on s'adresse à des chercheurs, souvent des chercheurs spécialistes d'un domaine précis, on cherche pas à simplifier. On s'adresse à eux dans un vocabulaire qu'ils comprennent. Voilà, c'est aussi simple que ça. Le but d'une publication scientifique, c'est pas de permettre à tout le monde de comprendre la science, c'est de permettre à des spécialistes d'avoir une base de travail. Ah, ok. C'était rapide. C'était bien, hein? Un peu... Enfin, oui. Ah, parce que tu veux que je développe. Ah, mais oui, mais alors, pas de problème. Fais-toi plaisir. Ok, bon... Déjà, en réalité, tous les articles ne sont pas forcément jargonnés. Il existe de nombreux types d'articles, certains ayant pour but de s'adresser à un public plus large que ceux spécialisés dans leur domaine. Aussi y a-t-il un effort, certes basique, de vulgarisation des termes employés. Mais cela reste tout de même un vocabulaire très spécifique qui demande une certaine connaissance du domaine évoqué. De plus, outre ce vocabulaire souvent incompréhensible pour le grand public, les publications sont majoritairement en anglais, une langue qui n'est pas forcément maîtrisée par tous. Il faut cependant bien se rendre compte que l'utilisation de l'anglais, qui date de la Seconde Guerre mondiale, permet à une recherche d'être comprise et utilisée dans le monde entier, et non pas se restreindre à la population de son pays d'origine. Car la science avance plus vite quand la Terre s'y met d'un seul tenant. Une bonne nouvelle cependant vient de la démocratisation de ces publications scientifiques. La mise en ligne sur internet les rend plus accessibles au grand public, qui s'y intéresse bien plus que lorsqu'elles n'étaient publiées que dans des revues spécialisées. Normal, me direz-vous. Avec le développement des sciences participatives, le citoyen devient acteur de la recherche, lorsqu'il n'y participe pas directement en tant que cohorte. Et si l'on reste pragmatique, le citoyen est aussi financeur de la recherche, puisque leurs impôts en financent une partie. Aussi, permettre au grand public d'avoir accès aux articles, aussi bien matériellement que d'un point de vue de la compréhension, devient-il un enjeu de la publication scientifique. Car si le public s'y intéresse, il n'a pas forcément les outils nécessaires à la comprendre. Parmi les idées proposées pour rendre la publication accessible se trouve celle d'ajouter aux publications scientifiques un résumé pour le grand public. Cette idée soulève moult questions comme la plus basique, doit-on laisser des chercheurs qui ne sont pas obligatoirement formés à la communication vers le grand public se charger de ces résumés, ou est-ce plutôt le travail de journalistes scientifiques? Car n'oublions pas que les articles scientifiques sont apportés, parfois de façon problématique, d'autres fois maladroitement, au grand public par les journalistes, médiateurs, communicants et autres vulgarisateurs scientifiques, ceux-là même qui se veulent traducteurs de ce jargon de publication. Voilà, ça te paraît plus complet cette fois-ci? Alors oui, c'est carrément complet, j'espère que vous avez bien écouté ce qu'a dit la dame, et pour autant, on n'en a pas tout à fait fini sur le fait de simplement lire des articles. Car, pour lire des articles, on paye. Oui, encore. Ce qui explique aussi pourquoi le groupe Elsevier est plutôt confortable, financièrement parlant. Sauf que voilà, les universités, elles commencent doucement à en avoir ras-le-bol. Effectivement, pour que les chercheurs et les chercheuses de la dite université puissent lire des articles, l'université doit payer un abonnement, un petit peu comme vous vous abonnez au journal de Mickey. Personnellement, moi c'est Picsou Magazine. Et le truc, c'est que le prix de ces abonnements est parfaitement exorbitant, donc ça fait un sacré trou dans le budget des universités. Et le budget des universités, c'est un peu vos sous. Il faut savoir que récemment, aux États-Unis en particulier, il y a des universités qui ont commencé à boycotter carrément et donc cesser de payer les abonnements parce que c'était plus possible. Parce que pour résumer, les chercheurs, ils travaillent pour écrire des articles. Jusque-là, tout va bien. Mais ils doivent payer pour les faire relire, et ensuite, eux, quand ils relisent, ils le font gratuitement, et ensuite, pour les lire, ils vont devoir payer à nouveau. Présenté comme ça, effectivement, c'est l'arnaque du siècle. Pour autant, il existe des initiatives ou des alternatives à ce système très codé et très surprenant que nous venons de voir, c'est ce qu'on appelle l'open access. Alors, ça ne veut pas forcément dire qu'on va éviter les problèmes qu'on a vus durant les processus de peer reviewing, mais ça évitera certains écueils qu'on a vus et qui sont propres au système de publication scientifique, et je pense que du coup, c'est pas mal de terminer là-dessus. L'open access, ça veut simplement dire que n'importe qui, tout le monde a accès aux articles scientifiques de façon gratuite et transparente, contrairement à des systèmes plus traditionnels où il faut payer un abonnement à une revue, que ça soit une revue papier avant, puis maintenant en ligne, pour avoir accès au contenu des articles scientifiques. C'est comme les journaux, il y a des journaux gratuits et des journaux payants. Là, ça correspondrait plutôt au format journaux gratuits. Du coup, il y a quand même un coût à la publication,
Et dans ce cas-là, c'est pas de la pub, par exemple, qui va, comme dans des journaux gratuits, qui va financer la publication. C'est ceux qui produisent les articles, donc les chercheurs, qui vont payer pour l'édition et la publication de leur article. Alors c'est quelque chose qui est généralement fait aussi dans le système traditionnel, les chercheurs payent quelque chose. Là, généralement, les coûts sont plus élevés, puisque on va payer non seulement pour l'édition, etc., mais aussi pour la mise à disposition de toute la communauté. Ce qui fait que financièrement, le chercheur est peut-être pas sûr de s'y retrouver quand... Oui, généralement, ça coûte plus cher. Alors, ouais. C'est plus pour le principe, là... Voilà, c'est pour le principe de diffuser de façon ouverte les résultats scientifiques. Il y a un système qui va être, par exemple, dans les journaux traditionnels, qui est possible, c'est de payer plus pour que notre article particulier, celui soit accessible à tout le monde. Donc on va sur Internet et n'importe qui peut le télécharger. Alors que si on ne paye pas ce surplus, eh ben, il faut que le lecteur potentiel paye un abonnement ou paye l'article en lui-même. Donc là, ça peut être de l'ordre de, je sais pas, 500 € pour publier un article normal, et puis ça va passer à 1500 € par exemple pour que l'article soit en open access. Et puis après, il y a des journaux qui se sont construits vraiment à la base sur l'open access. Donc il y a une série de journaux par exemple qui s'appelle PLOS pour Public Library of Science. Là, l'idée de départ, c'était de vraiment rendre la science ouverte à tout le monde, avec l'idée que ceux qui produisent la science, c'est les pays et puis les instituts qui ont relativement suffisamment d'argent pour produire de la science, et que y a plein d'autres personnes qui pourraient être intéressées, en particulier des pays moins riches. Et ces pays-là, pour avoir accès aux résultats, ils doivent payer des abonnements, qui est ce qui est plus compliqué. Et donc l'idée de rendre accès, ça veut dire qu'on va inverser les coûts, on va faire supporter les coûts par ceux qui produisent aussi la science, parce que c'est là qu'il y a le plus d'argent. Donc ça, c'était la philosophie un peu à l'origine. Donc ces articles-là, de toute façon, on n'a pas le choix quand on publie dans ces revues-là. On paye le prix standard qui est assez élevé. Sauf, on peut justifier que on n'a pas eu de financement pour faire cette recherche-là, et dans ce cas-là, ils peuvent soit vraiment réduire ou soit pas faire payer du tout. Est-ce que tu peux me parler un petit peu du système archive? Là, c'est un système où on va pas avoir tout ce travail de review et d'édition, où les chercheurs vont simplement déposer leurs manuscrits en l'état, donc mis en forme par eux-mêmes, qui correspond en fait à ce qu'on soumet avant, le manuscrit avant la soumission pour une revue. Mais là, on le dépose et il va être archivé, mais accessible aussi de façon complètement transparente. Et là, c'est gratuit pour tout le monde, c'est gratuit pour celui qui dépose et c'est gratuit pour celui qui y accède. Et les coûts c'est juste des coûts de maintien de serveur et puis un peu d'administration. Et puis il y a quelque chose d'équivalent, par exemple en France, qui s'appelle la HAL, où c'est pareil, on peut déposer, on est incité à déposer, donc là pas mis en forme et pas édité sur ces archives ouvertes. On appelle ça aussi des archives ouvertes. Là, l'idée au départ, c'est de favoriser la diffusion, que ça aille plus vite, que ça soit ouvert à tout le monde. Et effectivement, en théorie, n'importe qui peut déposer n'importe quoi. La plupart du temps, ça se passe bien, il n'y a que des articles potentiellement intéressants. Le scientifique est censé le voir. Voilà, mais il n'y a pas d'évaluation, il n'y a pas de revue, c'est juste un dépôt. Donc on peut effectivement trouver des choses fausses, des choses qui sont pas sans être fausses mais pas très correctes ou qui pourraient être améliorées. Et généralement c'est qu'une étape temporaire parce que les gens vont souvent soumettre ensuite leur article à une revue open access ou traditionnelle. Du coup, est-ce que tu peux me parler un petit peu de PCI? Donc ça veut dire Peer Community In. Donc c'est PCI quelque chose. Donc le premier c'était PCI Evolutionary Biology, biologie évolutive. Et donc là l'idée c'est que donc l'open access c'est très bien, mais ça a quand même des coûts qui peuvent être assez élevés et dont certains sont pas forcément justifiés à part financer les grands groupes de revues scientifiques. D'autre part il y a les types archive, bioRxiv, HAL qui sont aussi intéressants parce que là on met de façon ouverte.
et c'est gratuit. Mais par contre, on n'a pas le côté intéressant des revues, qui est le peer review et le travail de correction, d'édition, de commentaires sur les articles. C'est un gros indispensable. Voilà. Donc là, l'idée, pour ceux qui ont créé PCI, c'était d'allier les deux, en disant, bah, les gens, ils mettent à disposition les articles de façon ouverte sur une archive ouverte quelconque. Ensuite, ces articles, bah, il y a des chercheurs qui vont bien vouloir participer au travail d'édition et de review, comme ils font pour les revues traditionnelles. Donc là, il y a un groupe de chercheurs qui ont bien voulu participer. Donc il y a, en biologie évolutive, il y a plus de 300 chercheurs, il me semble. Et ils peuvent décider de, quand il y a des articles qui sont soumis, de dire bah tiens, ça c'est un article qui est potentiellement intéressant, je m'engage à faire le travail d'édition, donc à demander à des reviewers de faire le travail, à recevoir les reviews, prendre en compte les commentaires, répondre, enfin tout le travail classique. Donc les auteurs, bah, ils répondent comme exactement comme dans un système classique. Et au final, alors ça peut être rejeté ou ça peut être accepté. Et dans ce cas-là, il y a l'article en lui-même qui est sur l'archive ouverte. Et puis tout le processus, alors c'est l'article final qui doit être déposé après toutes les corrections, et puis tout le processus de reviewing, les discussions en disant voilà, ça va, ça va pas, essayez de refaire ça en plus, etc. Et les réponses des auteurs qui sont publiques sur PCI. Donc on a là quelque chose de toute transparence. Ce qui va manquer, c'est la mise en forme un peu jolie, etc. Mais maintenant, c'est quelque chose que les gens font plus ou moins par eux-mêmes avec les outils informatiques. C'est un peu le cadet de nos soucis, Voilà. Voilà de quoi vous donner, je pense, un bon aperçu de ce qu'est l'open access. Et je pense qu'il était très important de parler d'open access, parce que rendre la science plus accessible, eh bien, c'est aussi pour vous, public, et toute cette vidéo s'adressait à vous, eh bien, c'est vous sentir un peu plus concerné par la recherche scientifique, par ce qu'il se passe, par la science en général, et que la vulgarisation scientifique n'est pas le seul moyen d'y arriver. Et on est d'accord maintenant, il est temps de conclure cette vidéo. Je pense qu'à ce stade de la vidéo, il y a un message qui a été un petit peu dilué au milieu de toutes ces informations. Oui, c'est vrai, c'est un système qui est plein de défauts, qui est compliqué, qui est assez opaque pour vous, le grand public, et c'est normal que vous vous en sentiez éloigné de fait. Et pour autant, le processus de recherche reste quelque chose de parfaitement passionnant pour des milliers de personnes qui s'accommodent plutôt bien de tous ces défauts, et qui continuent, malgré tout, à faire avancer nos connaissances coûte que coûte. Voilà, cette vidéo assez conséquente pour l'occasion s'achève. Si toi aussi tu souhaites soutenir la révolution, n'oublie pas le pouce bleu, le petit partage, et puis comme cette vidéo n'est pas sponsorisée par NordVPN, n'hésite pas à aller faire un petit tour sur Utip, dont tu trouveras le lien dans la description. 1 € même suffit amplement à mon bonheur. Je vous dis donc à bientôt pour un prochain épisode de l'Envers de la Blouse, et vive la révolution.